Bonjour et bienvenue sur Croisée des Chemins. Commençons par Cuba où le rappeur Worldwide s'exprime également sur les manifestations qui se déroulent là-bas en disant qu'ils perdent leur vie là-bas littéralement pour quelque chose que nous apprécions tous les jours au réveil, à savoir la liberté. Il s'agit de liberté et de droits de l'homme. Et le sénateur Marco Rubio, lui-même d'origine cubaine, dit que les protestations ont aussi commencé par une chanson sur la liberté et les mensonges d'un gouvernement sous un régime tyrannique. Rubio dit que toute personne à Cuba qui écoute cette chanson est emprisonnée. Beaucoup disent qu'il s'agit de mettre fin à l'embargo. Black Lives Matter a publié une déclaration soutenant le gouvernement cubain et condamnant les manifestants à rejeter la faute sur les embargos américains. Les États-Unis sous Kennedy ont mis en place un embargo sur tout le commerce entrant ou sortant depuis février 1962. Cet embargo rend également les investisseurs réticents à placer leur argent à Cuba, mais de nouveaux experts affirment que ce n'est pas la seule raison des difficultés rencontrées par Cuba. Ils notent plutôt que le problème entre les États-Unis et Cuba remonte à la guerre froide lorsque Fidel Castro a renversé le gouvernement soutenu par les États-Unis et mis en place une économie centralisée de style soviétique. Beaucoup donc disent que ces questions relèvent du communisme. Rudy Giuliani a riposté à l'administration actuelle en tweetant, je cite, « Pourquoi Biden et les démocrates ont-ils si peur de dire que le peuple cubain se soulève contre le communisme ?» Le président JFK a dit un jour, je cite, « Le communisme a parfois réussi en tant que charognard, mais jamais en tant que leader. Il n'est jamais arrivé au pouvoir dans un pays qui n'a pas été perturbé par la guerre ou la corruption, ou les deux. » Fin de citation. La secrétaire de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi qu'ils prendront en compte les protestations lors de la révision de la politique américaine envers Cuba. Et le chef de l'Agence américaine pour le développement international a également été interrogé sur les protestations lors d'une audition devant une commission du Sénat. Le sénateur Ted Cruz a demandé que cherchent les manifestants à Cuba et quels sont les obstacles qui les empêchent de l'obtenir. Samantha Power, administratrice, a dit qu'il suffit d'entendre les cris dans la rue en faveur de la liberté, mais les gens ne veulent pas être réprimés et ils veulent tout simplement jouir de la dignité individuelle. Et le régime leur refuse cela. Alors comment se passe la situation à Cuba ? À la suite des vastes manifestations, la police réprime. Selon le ministère de l'Intérieur cubain, une personne est décédée lors d'affrontements avec la police lundi et plus d'une centaine de personnes sont arrêtées ou portées disparues. À Cuba, plus de 100 manifestants ont disparu ou ont été arrêtés. Le président cubain a déclaré que les manifestants étaient les plus violents et que les forces de sécurité du gouvernement ne commettent pas de violation des droits de l'homme. Malgré la tentative du gouvernement communiste de bloquer l'Internet et les services mobiles pour empêcher les manifestants de communiquer, des vidéos de manifestations et de répression ont continué à apparaître sur les médias sociaux. Beaucoup sont partagés par des exilés et des parents en Floride, dont le sénateur républicain Marco Rubio. Et beaucoup de ceux qui ont manifesté ont dit qu'ils étaient épuisés par les pénuries chroniques de Cuba. Le gouvernement attribue le manque de nourriture et de médicaments aux sanctions commerciales des États-Unis, mais les exilés cubains disent que ce sont les restrictions écrasantes imposées par Cuba à l'industrie privée qui ont détruit l'économie de l'île. Le président cubain s'est livré à une rare autocritique lors de son allocution télévisée de mercredi soir, où il a dit que nous devons également procéder à une analyse critique de nos problèmes afin d'agir et de les surmonter et d'éviter qu'ils ne se répètent. Jusqu'à présent, il a rejeté la faute sur les États-Unis. Et quant à Biden, il a dit, je cite, « Nous demandons au gouvernement de Cuba, de s'abstenir de toute violence et de toute tentative de faire taire la voix du peuple cubain. » Fin de citation. Les relations entre les États-Unis et Cuba ont évolué au fil des années. Sous l'administration Obama, les ambassades ont rouvert et de nombreuses restrictions américaines ont été assouplies à Cuba. Mais cela a changé, selon le sénateur démocrate Bob Menendez. Le régime s'est enrichi et le peuple cubain n'a jamais tiré aucun bénéfice de cela. L'administration Trump a rétabli les règles de voyage, les sanctions et a désigné Cuba comme étant un État soutenant le terrorisme malgré les promesses de campagne de revenir à des relations diplomatiques complètes. L'administration Biden n'a toujours pas agi. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas connu de pic d'immigration en provenance de Cuba. En tout cas, c'est ce qu'affirme le secrétaire
à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Il a déclaré en effet que le moment n'est jamais propice pour tenter une migration par la mer. Il ajoute que si vous voulez prendre la mer, vous ne viendrez pas aux États-Unis. Il précise que toute personne interceptée sera renvoyée dans son pays d'origine. Et pendant que les gouvernements élaborent des politiques, certains prennent les choses en main. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, veut que les entreprises floridiennes fournissent Internet aux résidents de Cuba. Le gouverneur DeSantis a tenu une table ronde avec des législateurs républicains et des membres de la communauté des exilés cubains à Miami mardi. Et le gouverneur de Floride a présenté une idée pour aider le peuple cubain. Il a déclaré, je cite, « Que fait le régime quand on commence à voir ces images-là ? Ils ferment l'Internet, ils ne veulent pas que la vérité sorte, ils ne veulent pas que les gens puissent communiquer. Et donc l'une des choses que je pense que nous devrions être en mesure de faire avec nos entreprises privées ou avec les États-Unis est de fournir une partie de cet Internet par satellite. Nous avons des entreprises sur la Space Coast qui lancent ces choses. Il n'a pas fourni de détails sur la façon d'activer les hotspots à distance, mais il a ajouté qu'il passerait des appels sur les options possibles pour que cela se produise. DeSantis a déclaré que toutes les personnes présentes étaient d'accord pour dire que les Cubains ne se plaignaient pas d'un manque de vaccins ou d'une question tangentielle. Il a ajouté qu'ils se révoltent contre une dictature communiste corrompue qui dirige cette île d'une main de fer depuis plus de 60 ans. Fin de citation. Passons maintenant aux drogues. Les décès par overdose ont augmenté de près de 30% pour atteindre un nouveau record en 2020. Le fétanyl et d'autres opioïdes ont contribué à environ 75% de ces décès. De nombreux experts attribuent ces chiffres records aux personnes qui restent à la maison pendant la pandémie. La directrice de l'Institut national sur l'abus des drogues qualifie ces décès d'effrayants. Elle affirme que la pandémie a créé une collision dévastatrice de crises sanitaires en Amérique. Armand Madela, un ancien toxicomane, explique que sa rechute a commencé avec l'alcool après qu'il a perdu son emploi et s'est retrouvé coincé chez lui en permanence à cause des fermetures. Et il n'est pas surpris par l'augmentation du nombre de décès par overdose. Il ajoute même que rien qu'au cours des derniers mois, il connaît personnellement au moins 7 ou 8 personnes qui sont décédées d'une overdose de fétanyl. Madela a entendu des histoires similaires de la part d'autres toxicomanes en voie de guérison sur la façon dont l'isolement a conduit à leur rechute. Il dit, je cite, « Les gens étaient coincés tout seuls dans leur maison. Vous savez, ils n'avaient aucune sorte d'activité, de fraternité ou aucun moyen de sortir et de faire des choses pour eux-mêmes. » Il raconte que ses parents l'ont aidé à entrer dans un centre de désintoxication, puis il s'est inscrit dans un programme de rétablissement. Après 7 mois de travail intensif et de vie sobre, il a obtenu son diplôme du Shoreline Recovery Center. Et après avoir obtenu mon diplôme, dit-il, l'Institut m'a offert un emploi de responsable de maison. Et c'était vraiment super pour moi. Une étude a montré le mois dernier que les confinements ne sauvaient pas de vie, en partie à cause du nombre plus élevé de décès par overdose. Michelle Holbrook a perdu son fils à cause d'une overdose l'année dernière. Elle explique à Epoch Times qu'elle est contrariée par le fait que les autorités considèrent les magasins d'alcool comme des commerces essentiels, mais ferment les réunions de sobriété en personne. Et certains experts craignent qu'une quantité encore plus importante de fétanyl soit introduite clandestinement dans le pays cette année en raison de la crise frontalière. Passons à présent à Twitter, où beaucoup de choses se passent. Un jeune de 17 ans a orchestré un piratage massif de Twitter qui a compromis les comptes de 130 des personnes les plus vues dans le monde et a escroqué plus de 100 000 $ en Bitcoin. Mais avant d'en parler, Twitter a annoncé qu'il supprimerait les flottes, les spin-offs de Snapchat, qui n'a pas aussi bien fonctionné que pour Instagram. Les flottes sont des histoires qui disparaissent après 24 heures. Twitter dit que les flottes disparaîtront à partir du 3 août. Pendant plusieurs heures, le 15 juillet 2020, Twitter a semblé incapable de faire quoi que ce soit alors que de nombreux comptes de grands noms ont été saisis. Des noms comme Jeff Bezos, Elon Musk. Le piratage de l'année dernière a soulevé un certain nombre de questions, notamment comment une plateforme mondiale de médias sociaux comptant plus de 330 millions d'utilisateurs mensuels
pouvaient être facilement piratés. Le piratage de Twitter l'année dernière et l'escroquerie au Bitcoin ont renforcé les appels en faveur d'un renforcement de la cybersécurité. Des appels qui, selon beaucoup, ont été ignorés, à l'instar de la sécurité d'attaques de cybersécurité qui ont touché les plus grands oléoducs du pays, faisant grimper le prix du gaz et provoquant des pénuries sur la côte Est, ainsi que l'usine de transformation de la viande JBS et plus récemment la société informatique américaine Kaseya, dont environ 1500 clients ont été touchés dans le monde entier. La Maison-Blanche a renforcé ses mesures de cybersécurité depuis le piratage du pipeline Colonial. Le mois dernier, M. Biden a signé un ordre exécutif après l'attaque du pipeline Colonial. Il a déclaré que ce décret contribuerait à améliorer la cybersécurité de la nation. Il vise à mieux équiper les agences fédérales en outils de cybersécurité. Il encourage également le secteur privé qui exploite une grande partie des infrastructures critiques du pays à améliorer ses propres normes de cybersécurité. En vertu du nouveau décret, un système sera activé sur les réseaux fédéraux pour surveiller en permanence les cybermenaces et y répondre. Il a créé également un conseil d'examen de la cybersécurité qui se réunira après des cyberattaques majeures pour justement analyser et formuler des recommandations pour l'avenir. Et qu'en est-il à présent de l'implication du gouvernement dans Twitter ? Twitter a publié son rapport de transparence mercredi. Dans ce rapport, Twitter indique que les comptes vérifiés de 199 journalistes et organes de presse sur la plateforme ont fait face à 361 demandes légales du gouvernement pour retirer du contenu au cours du second semestre de 2020. Cela représente une augmentation de 26% par rapport au premier semestre de l'année. Le rapport indique que Twitter a supprimé 5 tweets. La plupart de ces demandes provenaient d'Inde, suivies de la Turquie, du Pakistan et de la Russie. Reuters note que Twitter a également reçu 38 500 demandes légales de retrait de divers contenus. Cela représente une baisse de 9% par rapport au début de l'année 2020. Twitter a donné suite à 29% des demandes et Twitter ainsi que d'autres géants de la technologie sont dans la ligne de mire. En effet, les gouvernements et les législateurs ont riposté avec des lois antitrust. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a témoigné en mars au Congrès sur la désinformation. Les PDG de Facebook et de Google l'ont également rejoint. Cette audition, intitulée « Désinformation, Nation, le rôle des médias sociaux dans la promotion de l'extrémisme et de la désinformation », qui s'est déroulée dans un contexte d'examen croissant du rôle joué par les entreprises dans la désinformation entourant l'élection présidentielle de 2020, l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a publié une déclaration avant l'audience. Le directeur adjoint par intérim d'Amnesty, Joe Westby, a déclaré que les entreprises de médias sociaux n'ont pas réussi à protéger les gens des contenus présents sur leur plateforme qui incitent à la violence ou à la haine. Et malgré les appels de plus en plus nombreux à l'action, les utilisateurs continuent d'être bombardés de publicités, de messages politiques et de propagande très ciblée. Ajoutant que ces entreprises font appel à nos émotions de peur et de colère pour nous garder les yeux rivés sur nos écrans. Les démocrates et les républicains considèrent que la suppression de la protection contre la responsabilité créée par la section 230 est un moyen d'obliger les entreprises des médias sociaux à changer leurs méthodes. Avant l'audition, le PDG de Facebook a fait valoir que des entreprises telles que la sienne ne devaient pas être responsables du contenu partagé par les utilisateurs pour autant que ces entreprises suivent les meilleures pratiques. L'enjeu est ce que l'on appelle la section 230. Il s'agit d'une loi de 1996 qui limite la responsabilité des plateformes Internet pour le contenu partagé sur leur site. En effet, alors que les éditeurs peuvent être tenus responsables de tout contenu qu'ils publient, les plateformes de médias sociaux sont protégées par la section 230 qui stipule qu'aucun fournisseur ou utilisateur d'un service informatique interactif ne doit être traité comme l'éditeur ou le locuteur de toute information fournie par un autre fournisseur de contenu d'information. Les démocrates comme les républicains considèrent que la suppression de la protection contre la responsabilité créée par la section 230 est un moyen d'inciter les entreprises de médias sociaux à changer leurs habitudes. Les administrations Biden et Trump ont toutes deux critiqué la section 230 mais pour des raisons différentes. Les républicains ont accusé les grandes entreprises technologiques d'exercer une surveillance déséquilibrée du contenu des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, étouffant ainsi les points de vue conservateurs et la liberté d'expression.
Et les démocrates affirment que les entreprises ne font pas assez justement pour contrer la désinformation et les discours de haine. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.